Well, the things that I experienced with him were monster-like. La salle d'audience retenait son souffle. Un silence absolu planait tandis que l'accusation présentait ce qu'elle appelait la clé de voûte. Un appel téléphonique enregistré lors d'une opération d'infiltration. La voix, déformée mais reconnaissable entre mille, donnait des ordres brefs, côté, balayer le jardin, brûler les pétales, disait-elle. La phrase ne signifiait rien en apparence, mais aux yeux de l'accusation, elle était accablante. Les spectateurs regardaient autour d'eux, certains échangeant de regards inquiets, d'autres agrippés au bord de leur siège. Que signifiait-il? Qui étaient ces pétales? Et qu'étaient ceux qui étaient réellement emportés? S'en est suivie une explication glaçante. Selon les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais d'une méthode. Balayer le jardin aurait fait référence à l'élimination des preuves numériques. Brûler les pétales, argot pour réduire au silence des témoins clés. Pas du tout métaphorique, mais procédural, tactique. Les allégations ne s'arrêtent pas là. Depuis sa prison, l'accusé, autrefois un géant médiatique reconnu, aurait continué à tirer les ficelles, à manipuler les témoignages, à influencer les décisions et à communiquer par intermédiaire avec une précision déconcertante. Les procureurs ont dressé le portrait d'un marionnettiste en combinaison sur mesure. Selon l'affaire, il aurait utilisé les comptes téléphoniques d'autres détenus pour contacter des lanceurs d'alerte potentiels, leur offrant liberté, luxe et célébrité en échange de leur silence. Ou, en cas de refus, des menaces. Le public a frissonné lorsque l'accusation a diffusé des extraits d'échanges téléphoniques cryptés, chacun truffé de doubles discours et d'intentions cachées. Selon les enquêteurs, ces enregistrements laissaient entrevoir une opération plus complexe qu'on ne l'imaginait, non seulement criminelle, mais systémique. Et puis vint le grand coup, les accusations d'alliances clandestines. Des hommes politiques, des dirigeants, des producteurs, des élus municipaux. Les noms furent tenus secrets pour des raisons juridiques, mais les allusions furent suffisamment fortes pour provoquer une onde de choc dans les médias. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme, mais d'un empire. En coulisses, on suggérait les procureurs, des réunions avaient eu lieu dans des suites luxueuses et des propriétés isolées. Des accords auraient été conclus à la lueur des bougies et sous couvert d'accords de confidentialité. Le genre d'influence dont la plupart des gens ne connaissent que les complots, désormais exposés devant un tribunal fédéral. Et qu'en est-il du sanctuaire intérieur? Des témoins ont décrit des cérémonies tenues à huis clos, des événements secrets brouillant la frontière entre performance et rituel. Description de salles drapées de velours, de jazz doux masquant des ordres sévères et d'invités plus prisonniers que participants. La défense, comme prévu, a réagi avec force. Leur argument? Une chasse aux sorcières moderne. Ils ont affirmé qu'il ne s'agissait pas de justice, mais de théâtre. Une performance destinée à convaincre l'opinion publique avant même que le jury ne rende son verdict. Ils ont souligné l'histoire raciale derrière certaines lois utilisées, des lois rarement invoquées dans les affaires modernes et souvent appliquées de manière disproportionnée. Il ne s'agissait pas seulement des allégations, ont-ils déclaré. Il s'agissait aussi de savoir qui était accusé. Mais les procureurs n'ont pas bronché. Au lieu de cela, ils ont avancé d'autres témoignages, d'anciens employés, d'assistants et d'initiés anonymes qui ont décrit un climat de peur, de contrôle. Un ancien associé a affirmé que le rôle consistait uniquement à nettoyer les dégâts, au sens propre comme les histoires étaient poignantes. L'une d'elles décrivait la réception d'une mallette remplie d'argent liquide et d'une liste d'instructions. Personne n'a appelé, faveur à obtenir, hôtel à réserver. Aucune explication, juste des conséquences en cas de problème. Un autre se souvient qu'on lui a demandé d'apporter un disque dur à la station d'accueil. Lorsqu'il a demandé ce qu'il contenait, on lui a répondu « Ne posez pas de questions, ne le laissez surtout pas tomber ». Les implications étaient horribles. Un système conçu non seulement pour exploiter mais aussi pour effacer des traces, des preuves, des personnes. Puis vinrent les aspects financiers. Les enquêteurs ont allégué l'existence d'un vaste réseau de sociétés écrans. Des dizaines d'entre elles, chacune dissimulée derrière des comptes offshore et des cabinets d'avocats internationaux. Immobilier, avions privés, œuvres d'art de valeur, le tout dissimulé sous des pseudonymes et des sociétés fantômes. Il ne s'agissait pas seulement de dissimuler des richesses. Les procureurs ont soutenu que ce labyrinthe financier était conçu pour financer l'influence et le silence. Des paiements déguisés en honoraires de conseil. Des dons acheminés via des associations fictives. Une montre de luxe valant plus cher qu'une maison offerte à un témoin potentiel qui, par coïncidence, ne s'est jamais présenté à la déposition. L'un des principaux enquêteurs a décrit l'opération comme un empire de l'ombre construit à la vue de tous. Les experts comptables du gouvernement continuaient de démêler les fils.
À chaque fois qu'on ferme une coquille, 3 autres surgissent, aurait déclaré un agent. Et plus il creusait, plus il faisait sombre. Des rumeurs circulaient au sujet d'un coffre-fort privé dissimulé sous l'une des propriétés côtières du suspect, protégé non seulement par des serveurs biométriques, mais aussi par la loyauté. Seules 2 personnes y auraient accès. Et toutes 2 avaient disparu de la vue du public la semaine où l'affaire a éclaté. Les journalistes ont essayé de suivre l'actualité. Les gros titres se sont embrouillés au gré des spéculations. S'agissait-il d'un cadavre criminel ou du démantèlement d'un réseau criminel moderne déguisé en célébrité? À l'extérieur du tribunal, les limites étaient tracées. Certains ont désigné l'accusé comme bouc émissaire, victime de l'hystérie médiatique et des convenances politiques. D'autres ont vu la justice, longtemps retardée, enfin arriver. Puis sont arrivés les cassettes. D'abord non confirmés, ils sont rapidement devenus le centre de la tempête. Les enquêteurs ont évoqué des images des heures récupérées sur des serveurs cachés lors des raids. Des images, ont-ils affirmé, corroborant des histoires de manipulation, de coercition et pire encore. Une ancienne assistante a témoigné que les vidéos étaient comme une forme de monnaie. Le contrôle, a-t-elle dit, il ne s'agissait pas de conserver des souvenirs. Il s'agissait de faire taire les gens. L'idée que ces enregistrements n'étaient pas seulement archivés, mais qu'ils étaient instrumentalisés pour faire pression, réduire au silence, pour s'approprier. Un autre ancien initié, bénéficiant de l'immunité en échange de son témoignage, a décrit une nuit comme une mascarade de cauchemar. Des fêtes somptueuses qui ont commencé par des tapis rouges et se sont terminées par des souvenirs flous et des pièces fermées à clé. Selon eux, les participants n'étaient pas des invités, mais des moyens de pression. Et c'est là que l'affaire a pris une tournure plus sombre. Selon des documents divulgués, ces vidéos, autrefois considérées comme isolées sur des serveurs privés, auraient été dupliquées et diffusées à titre de protection. Une assurance a qualifié l'opération d'un agent. En cas d'arrestation, des alliés qui les seraient également exposés. Une tactique de la terre brûlée. Des initiés ont averti que ces images, si elles étaient rendues publiques, pourraient ruiner bien plus que des réputations. Elles pourraient bouleverser des élections, ruiner des entreprises et faire disparaître des noms que la plupart croyaient intouchables. Alors maintenant, une nouvelle question se posait. L'accusé était-il vraiment acculé ou se préparait-il simplement à faire exploser une bombe suffisamment puissante pour égaliser les chances? La salle d'audience se fit plus froide. Les enjeux, plus importants. Il ne s'agissait plus simplement de culpabilité ou d'innocence. La situation s'était transformée en quelque chose de plus sinistre. Une collision entre le pouvoir, la politique et la perception. Plus effrayantes encore étaient les rumeurs concernant un réseau de surveillance secret qui aurait opéré depuis les propriétés privées des accusés. Les procureurs ont affirmé que certains invités avaient été enregistrés à leur insu. Des microphones dans des vases, des caméras derrière des miroirs, des données accumulées pendant des années, voire des décennies. La défense a qualifié cela de fiction. Des fantasmes de tabloïds transformés en faits, a crié un avocat. Mais à mesure que de nouveaux documents apparaissaient, même les observateurs les plus sceptiques avaient du mal à rejeter cette tendance. Des accords de confidentialité déposés sous des noms de sociétés écrans, des journaux de vol effacés quelques heures après l'émission des assignations à comparaître, des numéros de téléphone déconnectés et remplacés en quelques minutes. L'opinion publique s'est divisée. Les experts débattaient chaque soir pour savoir s'il s'agissait d'une incurie judiciaire ou d'une obligation de rendre des comptes qui auraient dû être rendus depuis longtemps. Des manifestants scandaient des slogans devant les palais de justice et les studios de streaming. Les hashtags étaient en vogue. Les podcasts décortiquaient chaque syllabe des témoignages. Et pourtant, de nouvelles révélations continuaient à faire surface. L'une des impliquait un ancien conseiller de haut rang qui, sous protection, avait révélé l'existence d'une liste littérale d'individus que l'accusé aurait qualifié de vulnérabilité. Il ne s'agissait pas seulement d'accusateurs. Certains étaient des partenaires commerciaux, d'autres des amis personnels. Tous, selon cette source, étaient considérés comme des risques pour l'Empire. Cette liste, qui serait désormais entre les mains du gouvernement fédéral, est recoupée avec des transferts financiers, des relevés de voyage, peut-être le plus inquiétant, des disparitions soudaines. Plus cela s'approfondissait, moins cela ressemblait à un procès et plus cela ressemblait au démantèlement d'un empire dont les racines étaient si profondes qu'elles s'étendaient sous la surface de la culture elle-même. La bombe finale, un manuscrit jamais publié, jamais annoncé, prétendument écrit par l'accusé. Des mémoires devenues manifestes. S'il existe, il pourrait contenir des noms, des récits, des secrets que personne n'était censé lire. Des agents seraient à sa recherche en ce moment même.
Et ainsi, nous arrivons à la croisée des chemins. Cette affaire n'est pas seulement un événement médiatique ou une bataille juridique. C'est un miroir, un reflet de la façon dont le pouvoir, combiné au secret et à la richesse, peut déformer la réalité et la rendre méconnaissable. Nous nous demandons non seulement si justice sera rendue, mais aussi quel sera le prix à payer pour révéler la vérité. L'Empire tombera-t-il seul ou entraînera-t-il d'autres empires avec lui, ensevelis sous des décennies d'influence, de silence et d'ombre? Comme toujours, nous surveillerons attentivement, car dans cette histoire, le générique est loin de défiler. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous témoins d'une responsabilisation ou d'un démantèlement orchestré au vu et au su de tous? Partagez votre avis ci-dessous. La vérité pourrait être plus complexe que nous l'imaginions. At one of Diddy's properties in the